Bonjour, docteur José Abba Rubio. Bonjour Vladimir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Even. Dans cette interview, nous allons comprendre avec vous l'impact du mauvais sommeil sur le vieillissement prématuré. Vous allez nous donner les conseils pour maîtriser le bon sommeil et donc pour accroître notre longévité. Mais d'abord, j'aimerais bien faire une présentation, votre présentation, car elle est assez longue. Vous êtes neurologue. Vous êtes spécialiste de troubles du sommeil, maître d'enseignement et de recherche clinique à la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Vous êtes chargé de cours à l'université et médecin agréé au Centre d'investigation et de recherche de sommeil. Vous êtes accessoirement aussi le co-directeur médical du Centre du sommeil de Florimont en Suisse. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Voilà. Et si votre crédibilité ne suffit pas de convaincre les éventuels sceptiques sur ce que vous allez nous raconter, vous avez obtenu le diplôme interuniversitaire Veille-Sommeil à la Société française de médecine et de recherche sur le sommeil, Université Paris 5, et vous avez le titre de somnologiste spécialiste in sleep medicine de la médecine de sommeil de European Sleep Research Society. C'est très, très impressionnant. Et vous êtes également, je le dis, l'auteur d'environ une centaine d'articles scientifiques sur le sommeil, publiés dans les prestigieuses revues internationales spécialisées. Vous êtes aussi co-auteur du livre « J'ai envie de comprendre le sommeil » et co-auteur avec le professeur Raphaël Heintner du best-seller « Je rêve de dormir, laissez-vous guider dans l'univers du sommeil » qui a été traduit en espagnol et en chinois. Donc, pour résumer, vous êtes un expert en sommeil. Pour démarrer notre discussion, j'aimerais vous poser une question très, très simple. Quel est le lien entre le sommeil et la longévité? Alors, bon, c'est une question simple mais très compliquée parce que finalement, le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle. Hein, ça, on le sait. On ne peut pas vivre sans dormir et avoir un bon sommeil est nécessaire pour notre bien-être physique et mental. Et on sait qu'un mauvais sommeil ou les troubles du sommeil entraînent aussi une diminution de la durée de notre vie, donc de la longévité. Donc, le sommeil, c'est sans doute essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. On va essayer de comprendre tout ça avec vous. Je rappelle juste quelques chiffres. Le sommeil et des thèmes de sommeil est un thème très sensible pour les Français. 70% des Français déclarent avoir eu des problèmes de sommeil. Un Français sur trois tout simplement n'est pas satisfait de son sommeil et un Français sur deux, donc 50%, déclarent regarder la télévision ou des vidéos tous les jours ou presque avant de dormir. 49% consultent leur téléphone à la même fréquence. Ce qui est plus grave encore, et vous allez nous expliquer pourquoi, le temps de sommeil des adultes dans la semaine a baissé. Aujourd'hui, il est en moyenne 6 heures et 42 minutes. Donc, 35, presque 36% de Français dorment moins de 6 heures par nuit, plus d'un tiers. Quel est l'impact de dormir moins de 6 heures par nuit sur notre longévité? Alors, déjà, un sommeil de courte durée a un impact déjà sur les courts termes. Hein. Donc, effectivement, si on a des nuits très courtes, on les paye tout de suite le lendemain. On est fatigué, on est somnolent, on a des problèmes de mémoire, de concentration, on se sent plus irritable, même notre humeur peut changer. Hein. Donc, on a moins envie de faire des choses. Le problème, c'est que si ça se répète pendant longtemps, hein, si on accumule les nuits courtes, ça a aussi un impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le métabolisme. Et on sait qu'un sommeil de courte durée ou de mauvaise qualité est associé à plus de risques de souffrir d'hypertension, des problèmes cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, des diabètes. Donc, tout ça, ça peut s'accumuler pour avoir un impact sur notre longévité, bien sûr. Docteur Abba Rubio, c'est quoi un bon sommeil, s'il vous plaît? Expliquez-nous. Un bon sommeil, c'est surtout un sommeil récupérateur. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de sommeil, c'est encore un grand mystère. On ne connaît pas très bien pourquoi on dort. Alors, on a bien sûr beaucoup d'hypothèses et beaucoup de choses qu'on connaît par rapport aux fonctions du sommeil, mais on est tous d'accord pour dire que le sommeil, il sert à être bien pendant la journée.
Donc, un bon sommeil, c'est un sommeil qui nous permet de récupérer, qui nous permet d'être bien pendant la journée. Et on a besoin de dormir combien par nuit pour avoir eu un bon sommeil, pour bien récupérer? Alors, ça, c'est très variable parce qu'on n'a pas vraiment de standards par rapport au sommeil. On est tous différents par rapport au sommeil. Et il y a des personnes qui ont besoin d'un petit peu moins de sommeil, d'autres personnes qui ont besoin d'un petit peu plus. Alors, si on regarde un petit peu dans la population générale, la durée du sommeil optimale suit un petit peu une courbe de Gauss, comme on dit. Donc, la plupart d'entre nous, on a besoin entre 7 et 8 heures. Donc, pour la plupart d'entre nous, ça serait aux alentours des 8 heures qui serait une durée optimale. Mais il y a des courts dormeurs, il y a des longs dormeurs. Il faut surtout apprendre un petit peu à se connaître et savoir quelle est la durée optimale pour soi-même. Vous dites, il nous faut 8 heures du sommeil. Est-ce qu'il nous faut 8 heures au lit ou en règle générale, parce que là, on parle de la durée de vie du Français, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui dorment 8 heures par nuit. Est-ce que vous parlez de dormir 8 heures ou de passer 8 heures au lit? Non, de dormir, bien sûr, hein, on peut passer beaucoup plus de temps au lit, mais si on ne dort pas, c'est pas ça qui va permettre à notre cerveau et à notre organisme de récupérer. Donc, il faut vraiment 8 heures de sommeil. Et pourquoi notre cerveau ou notre corps a besoin de dormir autant? Mais voilà, c'est une des grandes questions. Hein. C'est vraiment, on fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre pourquoi on dort, à quoi ça sert le sommeil, quelles sont les fonctions essentielles du sommeil. Donc voilà, on sait que le sommeil, voilà, c'est nécessaire, c'est une fonction biologique essentielle. Donc on a besoin de dormir, on ne peut pas vivre sans dormir. Tous les animaux, on pourrait dire même tous les êtres vivants dorment. Et maintenant, quelles sont ces fonctions essentielles? Donc il y a toute une série de fonctions, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le sommeil, il est surtout essentiel pour le bon fonctionnement cérébral. Donc, le sommeil, il est nécessaire pour que le cerveau fonctionne. Et si on n'a pas suffisamment de sommeil, c'est surtout le cerveau qui souffre des conséquences de ce mauvais sommeil. On parlera tout à l'heure des conséquences sur le cerveau du mauvais sommeil, mais d'abord, j'aimerais bien évoquer un sujet qui vous est cher, c'est la place de rêve Ah, dans le sommeil. Mais quelle est la fonction de rêve? Est-ce que nous avons à l'heure actuelle une explication de pourquoi rêvons-nous? alors, déjà, à nouveau, sur le sommeil en général, on ne sait pas toutes les fonctions du sommeil. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est pourquoi certains animaux, à un certain moment de l'évolution, se sont mis à rêver. Donc, tous les animaux les plus évolués, un petit peu dans l'échelle phylogénétique, à un certain moment, ils développent des mécanismes neurobiologiques qui nous permettent de rêver. Alors, à quoi ça sert le rêve? Il y a plusieurs théories, hein, donc elles ne s'excluent pas nécessairement les unes aux autres, mais bon, il y a certains qui disent que les rêves ne servent pas à grand chose. Donc, ce qui est important, c'est la phase du sommeil pendant laquelle on a les rêves les plus élaborés, hein, qui est la phase du sommeil paradoxal ou le sommeil REM. Ce qui est important, c'est ça. Pendant cette phase, il y a une grande activité neuronale et les cortex, il est bombardé par cette activité et il fait un petit peu ce qu'il peut, donc il crée des histoires, mais que les rêves en soi-même ne serviraient pas à grand chose. Il y a une autre théorie qui dit qu'en fait, les rêves servent un petit peu à la transmission génétique des comportements qui sont nécessaires à la survie de l'espèce. Donc, en rêvant, on va incorporer une sorte de mémoire de l'espèce et après, on va aussi incorporer des éléments qui nous permettent l'individualisation. Donc, d'une part, on fait partie d'une espèce et d'autre part, on est des individus différents, mais que les rêves joueraient un rôle très important dans cette transmission. Une autre théorie qui dit que les rêves, c'est une sorte de réalité virtuelle qui nous met en face à des situations dangereuses, qui nous permettent justement de réagir à ces situations comme une réalité virtuelle, comme un jeu vidéo. Et finalement, quand cette situation se présente dans la réalité, on sait à peu près comment réagir. On sait
que les rêves jouent aussi un rôle dans notre équilibre émotionnel. Hein. Ça nous permet un petit peu de décharger certaines tensions qu'on peut avoir pendant la journée. Il nous permet d'évacuer un petit peu toutes ces tensions émotionnelles. Et si on n'arrive pas à les faire bien pendant les rêves, on peut avoir des cauchemars. Hein. C'est un petit peu l'échec du système. Et finalement, les rêves, et en tout cas les sommeils paradoxal, servent à la consolidation de la mémoire. Donc, c'est une fonction très importante du sommeil, c'est pouvoir enregistrer mieux les informations qu'on a acquises pendant la journée. Du coup, on peut passer sur la compréhension de stade. Vous avez mentionné plusieurs fois le stade du rêve paradoxal. Est-ce que vous pourriez expliquer de manière simple les stades de sommeil et parmi les stades de sommeil, lequel est le plus important pour la longévité? Alors, donc effectivement, le sommeil, c'est pas un phénomène uniforme, hein, donc on passe par des différentes étapes pendant les sommeils. Donc, quand on s'endort, on rentre dans le sommeil léger, hein, c'est les stades 1 et les stades 2. Après, on fait du sommeil profond, c'est le stade 3. Et après, on fait du sommeil paradoxal. Et tout ça constitue un cycle du sommeil. Et on va avoir plusieurs cycles au cours de la nuit. Donc, chaque cycle chez l'adulte dure à peu près 90 minutes, donc 90 minutes. Et donc, effectivement, et la composition des cycles est un petit peu différente parce qu'en début de nuit, on fait surtout du sommeil profond. Et en fin de nuit, on fait plus des sommeils paradoxaux. Toutes les parties du sommeil sont importantes. Alors, on pense que c'est quand même le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui constituent un petit peu ce qu'on peut appeler les core sleep, donc vraiment les noyaux du sommeil. C'est cette partie du sommeil qu'on ne peut pas concentrer les plus. Hein. Donc, et si on manque de sommeil, on va tout de suite récupérer surtout le sommeil profond et une bonne partie du sommeil paradoxal. Et on sait, des expériences de privation de sommeil nous montrent que si on empêche le sommeil profond et le sommeil paradoxal, on a des conséquences très sérieuses pour notre santé. Donc, ça, c'est les deux parties les plus importantes. Le sommeil profond qui nous permet probablement plus de récupérer, le sommeil paradoxal pour la mémoire, pour la gestion des émotions. Donc, si je comprends bien, il y en a un qui va agir plus sur le nettoyage du cerveau et l'autre qui va agir plus sur le repos et une sorte de recharge du corps. Comment est-ce que je fais la distinction entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal? Alors, nous, on enregistre effectivement les sommeils grâce à l'électroencéphalogramme. Donc, le seul moyen actuellement qu'on a pour voir les sommeils, c'est vraiment enregistrer l'activité électrique du cerveau parce que chaque phase de sommeil se caractérise par une activité bien particulière. Donc, c'est comme ça que nous, on détecte le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger et qu'on peut établir toutes ces phases et tous ces cycles du sommeil. Après, à nouveau, il y a plusieurs théories, mais une théorie dit que toutes les parties sont nécessaires et que justement la suite de ces stades de sommeil est même plus important que les stades de sommeil de façon individuelle. Donc, ce qui est important, c'est avoir du sommeil profond qui nous permet probablement plus de nettoyer toutes ces toxines qu'on peut accumuler dans le cerveau et le sommeil paradoxal qui va nous permettre de réactiver certains circuits et que c'est la suite de ces cycles et la suite de ces phases de sommeil qui est importante. Combien de cycles de sommeil il faut avoir dans la nuit? Parce que vous vous dites, grosso modo, il faut dormir pendant 8 heures. Oui. C'est ça, c'est l'idéal. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ça serait l'idéal. C'est l'idéal. Du coup, combien de cycles de sommeil il faut avoir pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil régénérateur? C'est ça. Donc, chaque cycle, à nouveau, ça dure aux alentours de 90 minutes. Donc, il faut compter 4-5 cycles, en tout cas. 4 à 5 cycles. Oui. Dans le sommeil, on parle aujourd'hui, vous parlez de rythme circadien, notre horloge interne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la place de qu'est-ce que c'est que ces rythmes circadiens et quelle est leur importance pour notre sommeil? Alors, le sommeil, il est régulé par différents mécanismes. Alors, il y a deux mécanismes essentiels. Un, c'est ce qu'on appelle la composante homéostasique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'homéostasie du sommeil? Ça veut dire que plus de temps vous êtes réveillé, plus vous accumulez un besoin de sommeil. Et à un certain moment, ce besoin de sommeil devient tellement important que c'est là où on va dormir. Mais ce n'est pas le seul mécanisme qui explique le sommeil parce que
si vous avez passé une nuit blanche, vous aurez constaté qu'à un certain moment de la nuit, voilà, c'est très, très, très dur de rester réveillé. Mais à un certain moment, tac, on se sent un petit peu plus réveillé, même un peu euphorique. Donc ça, on ne pourrait pas l'expliquer uniquement par l'homéostasie du sommeil. Ça veut dire qu'il y a un autre mécanisme qui intervient, et ça, c'est l'horloge biologique. Donc on a tous un petit horloge dans notre cerveau. C'est un tout petit noyau, c'est le noyau suprachiasmatique, il est derrière les yeux, et c'est celui qui marque les rythmes, qui dit à quel moment c'est un moment favorable à l'endormissement, et à quel moment, même si on est très fatigué, ça va être très difficile à s'endormir. Alors nous, comme êtres humains, nous sommes des animaux diurnes, donc nous, on a une horloge biologique qui nous prédispose à dormir la nuit et à être réveillé la journée. Et c'est cette horloge biologique qui marque les rythmes veille-sommeil et aussi d'autres rythmes, parce que dans l'organisme, on a beaucoup de rythmes. On a les rythmes de la température, on a les rythmes de la sécrétion de certaines hormones, de la tension artérielle du cœur. Et cette horloge biologique, il est impliqué dans la régulation de ces rythmes. Expliquez-moi la notion du chronotype de la personne et comment est-ce qu'on doit éventuellement adapter nos habitudes de sommeil en fonction de notre chronotype. Donc, comme vous savez, et comme on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'on est tous différents par rapport au sommeil. Et vous savez qu'il y a effectivement des personnes qui sont plutôt du soir et des personnes qui sont plutôt du matin. Donc, des gens qui se couchent tard et qui se lèvent tard, des gens qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt. Et ça, c'est très génétique, en fait. On le voit déjà chez les enfants. Hein. On voit tout de suite l'enfant qui va se coucher tard, que si on le laisse dormir, il va dormir jusqu'à tard. L'enfant qui se couche tôt et que le matin, il est en pleine forme parce qu'il se réveille très tôt. Et ça, c'est effectivement très génétique. Donc, c'est quelque chose qui souvent on garde un petit peu cette tendance tout au long de notre vie. Alors, pour la plupart d'entre nous, on a des chronotypes plus ou moins cadrés, plus ou moins standards. Après, il y a des extrêmes. Donc, des gens qui sont vraiment extrêmes du soir, des gens qui sont extrêmes du matin. Les problèmes, c'est que la société nous impose des rythmes. Nous impose le même rythme à tout le monde. Donc, on dit, voilà, il faut commencer le travail à 7 heures. Pour certains, 7 heures, c'est trop tard parce qu'ils sont déjà réveillés depuis 5 heures. Et pour d'autres, c'est très tôt parce que naturellement, ils auraient tendance à dormir jusqu'à 9 heures. Et le problème, c'est qu'il faut s'ajuster à ces rythmes. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. L'idéal, dans un monde idéal, ça serait effectivement chacun d'entre nous ait des rythmes qui vont bien avec son chronotype et que voilà, quelqu'un du soir puisse se coucher plus tard et se lever plus tard. Mais la société nous impose des rythmes qui sont pareils pour tous. On va parler tout à l'heure comment on peut éventuellement récupérer un tout petit peu et adapter ses propres rythmes. Est-ce que les couches tôt et les couches tard ont les mêmes besoins de sommeil? Alors, oui, les rythmes, les chronotypes est indépendant des besoins de sommeil. Donc, on peut être quelqu'un du soir et être un court dormeur, on peut être quelqu'un du matin et être un long dormeur. Donc, les besoins de sommeil. Mais c'est par contre à quel moment de la journée on a la propension la plus importante à s'endormir ou à se réveiller. Donc, les problèmes, c'est que souvent, dans la société actuelle, voilà, les couches tard, ils vont rester réveillés jusqu'à tard. Par contre, ils doivent se lever tôt pour aller au travail. On le voit typiquement chez les adolescents, hein, où cette tendance au décalage des phases est physiologique. Et donc, un adolescent, il va se coucher tard. Et par contre, on va lui dire, non, mais il faut se lever très tôt pour aller à l'école. Donc, ils sont souvent en manque de sommeil. Ils sont en privation de sommeil. Donc, typiquement, ils ont du mal à se réveiller les matins. Ils sont très somnolents les premiers cours à l'école. Et les problèmes, c'est plus l'effet que ces rythmes que la société nous impose font que la durée du sommeil pour certaines personnes soit raccourcie. Est-ce que la personne qui est couche tard, par exemple, qui ne peut pas s'endormir, qui a du mal à s'endormir avant 22 heures, avant 23 heures, elle va se coucher à 1 heure du matin, elle va se réveiller à 7 heures du matin. Est-ce que cette personne se met en risque de développer des maladies qui vont éventuellement raccourcir son espérance de vie en bonne santé ou son espérance de vie tout court? Effectivement, quelqu'un qui est plutôt du soir, hein,
qui doit se lever tôt pour aller au travail va avoir une durée du sommeil qui est courte. Ça va avoir des conséquences déjà sur les court terme, c'est qu'effectivement, il va avoir beaucoup de mal à se lever le matin, qu'il va avoir beaucoup de mal à démarrer, qu'il peut être fatigué, qu'il peut être somnolent, les risques d'accident, par exemple, c'est très important. Et si ça continue sur les longs termes, il y a aussi un risque accru de certaines pathologies, notamment des maladies cardiovasculaires, des problèmes métaboliques, qui sont liés à la courte durée du sommeil, une courte durée du sommeil qui est d'origine comportementale. C'est parce qu'on les force à avoir des rythmes qui ne vont pas bien avec sa propre physiologie. Est-ce que, maintenant, j'aimerais juste parler de la façon dont on vit notre journée. Est-ce que notre façon de démarrer notre journée a une incidence sur la qualité de notre sommeil la nuit? C'est-à-dire, est-ce que comment on se comporte le matin va avoir une incidence sur comment va se passer notre nuit? Je parle notamment, je ne sais pas, activité physique, café, quel genre de lumière, etc. Bien sûr. Donc les sommeils, c'est une continuité de l'éveil. Donc, on ne peut pas avoir un bon sommeil si on n'a pas un bon éveil. C'est quoi un bon éveil? C'est avoir des rythmes réguliers, c'est avoir une bonne exposition à la lumière les matins, très important, la lumière pour que notre horloge biologique soit bien calée. Il faut avoir une activité physique régulière, plutôt pendant la journée, pas trop tard les soirs. Ça peut empêcher l'endormissement. Effectivement, les boissons les caféinées, les énergisantes qui peuvent perturber nos rythmes. L'exposition à la lumière les soirs, téléphone, ordinateur, tablette, on sait que cela supprime la sécrétion de mélatonine, qui est un petit peu l'hormone qui régule justement notre horloge biologique. Donc tout ce qu'on fait dans la journée, ça peut avoir un impact sur la nuit et sur la qualité de notre sommeil. Maintenant, j'aimerais bien vous poser des questions un peu plus précises. Par exemple, on se réveille. Est-ce qu'on prend le café pour avoir une bonne qualité de sommeil? Donc, on vient de dormir. Est-ce qu'on prend le café tout de suite? Est-ce qu'on peut le prendre? Ou est-ce que c'est pas bon pour la santé? Ou est-ce qu'on prend, par exemple, le café plus tard? Alors, à nouveau, quand on se réveille, ce qui est important, c'est voilà, s'activer, donc avoir une bonne exposition à la lumière. Donc, on sait que Quelle la lumière? Alors, Est-ce que lumière de jour naturelle ou lumière, par exemple, oui. artificielle? Alors, idéalement, la lumière naturelle, donc la puissance du soleil est tellement importante que ça et contient toutes les bandes de fréquences, y compris les fréquences qui nous permettent de nous réveiller, d'activer notre système. Après, effectivement, quelque chose comme les cafés, ça peut aider à démarrer plus facilement. Donc, prendre un café les matins, ça peut être très bien. Il ne faut pas abuser, surtout, il ne faut pas prendre trop tard, parce que sinon, on risque de ne pas s'endormir. La sensibilité à la caféine est très variable aussi d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la caféine, et une dose de café le matin, ça sert déjà toute la journée, et d'autres qui sont moins sensibles, qui prennent pendant la journée. Donc, effectivement, un café pour démarrer le matin, d'ailleurs, voilà, c'est les psychotropes les plus utilisés dans le monde, donc ça doit avoir une raison, et la raison, c'est qu'effectivement, ça marche, et que ça aide à démarrer plus facilement la journée. Comme vous dites, il faut avoir l'exposition à la lumière le matin, de préférence naturelle, mais peut-être vous dites aussi artificielle. Ma question, est-ce qu'on se met face au soleil et pendant quelle durée il faut le faire? Il faut s'exposer à la lumière pour bien démarrer nos horloges circadiennes. Alors effectivement, il faut avoir une exposition à la lumière. Alors il ne faut pas nécessairement regarder le soleil de face, mais il faut que la lumière arrive dans notre rétine. Vous savez que dans la rétine, on a des cellules qui nous permettent de voir, donc les cônes, les bâtonnets. Et on a découvert aussi qu'il y a des cellules qui nous permettent de capter la lumière. Donc, les buts de ces cellules, c'est pas de voir, c'est vraiment percevoir la lumière. C'est les cellules à mélanopsine, justement, qui régulent la sécrétion de mélatonine, qui ont un lien très direct avec l'horloge biologique. Et la lumière naturelle, ça permet de stimuler ces cellules. Sinon, il existe des lampes de luminothérapie. Parce que les problèmes, surtout en hiver, surtout dans les pays plus au nord, c'est que quand on se réveille le matin, il n'y a pas de lumière naturelle. Et donc là, il y a des lampes spécifiques, il y a une lumière particulière, une lumière qui permet de stimuler justement ces cellules à mélanopsine. Et donc, une alternative à la lumière naturelle, c'est des lampes de luminothérapie. Mais il faut que ce soit la luminothérapie, donc qu'elle donne une certaine intensité de la lumière. Donc, la recommandation, c'est 10 000 lux, une demi-heure le matin. Alors, ça, je veux bien qu'on retienne. Donc, est-ce que vous pourriez être plus spécifique? Quel genre de lumière il faut? Lumière chaude ou froide? Et à quelle intensité?
Et est-ce qu'on parle bien du matin? On est d'accord, au C'est réveil. ça. Donc, effectivement, pour se réveiller, ce qu'il faut, c'est que le cerveau, il reçoit des informations que c'est les jours qu'il faut s'activer. Il faut imaginer que le cerveau humain, il a évolué avec l'alternance lumière-obscurité marquée par le soleil et la lune. Et donc, la lumière reste le principal stimulus pour que notre cerveau sache qu'il faut s'activer, qu'il faut se réveiller et que c'est la lumière qui va régler notre horloge biologique. Donc, lumière les matins surtout, une lumière idéalement, voilà, on dit 10 000 lux. Et ce qui est important, c'est la lumière bleue. Parce qu'en fait, c'est la lumière bleue qui stimule ces cellules à mélanoxine qu'on a dans la rétine. Alors, dans la lumière blanche, il y a toutes les bandes de fréquences. Donc, ça comprend la lumière bleue. Mais sinon, c'est la lumière bleue qui est spécifique pour ce type de cellules. Quand vous parlez de la lumière bleue, est-ce que ce sont des lampes? J'aimerais juste comprendre. Oui, Il y a des lampes qui s'appellent la lumière bleue qui oui. stimulent le réveil. Ça existe, ça, aujourd'hui? Alors, la plupart des lampes de luminothérapie, c'est une lumière blanche, parce que la lumière blanche contient la lumière bleue, parce que c'est le mélange de toutes les fréquences. Sinon, il y a des lampes spécifiques qui ont une lumière seulement bleue pour pour les réveils et pour la luminothérapie. Mais la plupart des lampes, c'est une lumière blanche, parce que la blanche contient la bleue.